Elsa Ladaverde et Olivier Leclerc pour nous présenter le projet VRAC Parc, donc s'adapter au changement climatique en santé publique pour vraiment parce que souvent on entend parler, si vous êtes comme moi, entendez parler de que fait la santé publique en changement climatique, mais souvent mais c'est quoi? Alors, je suis très heureuse d'accueillir mes anciens collègues. Elsa Ladaverde, c'est une infirmière de formation et détient une maîtrise en santé environnementale et un DESS en santé publique de l'Université de Montréal. Elle a travaillé comme professionnelle de recherche à l'Université de Sherbrooke, où elle a travaillé sur des projets en lien avec les impacts sociosanitaires des inondations au Québec et les impacts psychologiques de la COVID-19. Elle est maintenant conseillère scientifique à l'Institut national de santé publique et chargée de projet du VRAC Parc. Son expertise permet de soutenir les directions de santé publique en lien avec les risques des changements climatiques sur la santé et l'adaptation équitable. Olivier Leclerc est urbaniste ainsi que titulaire d'un doctorat en médecine et d'un certificat en intervention sociale. Coordonnateur et conseiller scientifique à l'INSPQ, il travaille sur des dossiers d'aménagement, d'adaptation au changement climatique et d'évaluation environnementale. Fort d'une grande expérience en processus participatif, il œuvre au développement des politiques publiques, de plans d'adaptation, de pratiques d'aménagement favorables à la santé, ainsi qu'à la mise en œuvre d'une transition socio-écologique juste et inclusive. Alors, bienvenue et je vous laisse commencer. Merci beaucoup, Céline. Bonjour tout le monde. On est très heureux d'être ici pour présenter notre projet, le projet VRAC Park. Donc, on va vous aider un petit peu à mieux comprendre cette démarche et d'en apprendre davantage sur la santé publique en changement climatique. Donc, le déroulement de la présentation. Premièrement, on va expliquer c'est quoi le projet VRAC Park, donc les lignes générales. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus en détail dans chaque composante du VRAC Park. Donc, en premier, on va parler du VRAC, donc qui est l'identification et la priorisation des risques climatiques. Ensuite, on va aller plus en détail dans le parc, donc qui est le plan stratégique d'adaptation en s'appuyant sur l'intelligence collective. Par la suite, on va démontrer quelques résultats du projet pour conclure avec quelques points sur l'arrimage potentiel et les opportunités de collaboration avec la santé publique. Donc, c'est quoi le VRAC Park? Dans le fond, c'est un projet qui a deux grands volets. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, le VRAC, qui est l'analyse de vulnérabilité et de risques régionaux associés au climat. Et ensuite, le deuxième volet, qui est le parc, ou le plan d'adaptation régionale au climat. Donc, ce projet est réalisé en deux phases. Donc, il a commencé en 2019, où il y avait 13 directions de santé publique qui ont rejoint le projet pilote. Par la suite, en 2023, la deuxième phase a commencé où les 5 dernières régions ont rejoint le projet pour vraiment couvrir l'ensemble du Québec. Donc, les 18 directions de santé publique font maintenant partie du projet. Donc, le projet est financé différemment selon les phases. Donc, à la première phase, on avait un financement de Santé Canada et aussi du plan d'action sur les changements climatiques du gouvernement du Québec. Maintenant, à la deuxième phase, on est financé par le plan par une économie verte du ministère de l'Environnement du Québec. Donc, on a souvent des questions sur la différence entre cette démarche d'appréciation du risque et de plan d'adaptation et celle des plans climat. Donc, le VRAC Park est vraiment concentré sur le volet populationnel. Donc, on va vraiment venir regarder les effets sur la santé et la population. Donc, on a une emphase sur l'équité et les priorités de santé publique. Donc, on ne va pas nécessairement regarder les risques, par exemple, infrastructure ou écologiques, sauf s'il y a des retombées ensuite secondaires sur la santé. Finalement, une autre différence, c'est que le VRAC Park regarde vraiment seulement l'adaptation. Donc, on n'analyse pas des thèmes d'atténuation. Dans le fond, c'est aussi une initiative qui mise sur la collaboration avec les partenaires régionaux. Donc, les directions de santé publique vont vraiment collaborer avec divers acteurs, par exemple le milieu municipal,
les groupes communautaires, des citoyens et d'autres partenaires, mais aussi avec leur équipe de santé publique. Donc, c'est majoritairement les équipes de santé environnementale qui vont être chargées du projet, mais il y a beaucoup de collaboration aussi avec les autres équipes de santé publique. Dernièrement, le VRAC-PAC, c'est vraiment un équilibre entre un processus qui est participatif, mais aussi qui a un volet analytique. Donc, dans son ensemble, il y a trois grands objectifs pour le projet VRAC-PAC. Donc, le premier, c'est de réduire les effets sur la santé et les inégalités sociales liées au changement climatique en orientant des mesures d'adaptation qui sont le plus efficaces possible vers la population et les territoires qui peuvent être le plus à risque au changement climatique. Ensuite, on veut aussi venir développer les compétences et accroître la sensibilisation de la santé publique et des partenaires régionaux sur les effets des changements climatiques sur la santé. Et finalement, on veut venir renforcer la collaboration intersectorielle au sein de la santé publique et avec leurs partenaires régionaux. Donc, pour le projet, dans le fond, les porteurs du projet, c'est vraiment les directions de santé publique. Donc, chaque direction de santé publique va venir faire sa propre analyse au niveau de sa région. Donc, c'est eux qui sont responsables des partenariats, de la collecte de données et aussi de l'analyse pour leur région. De notre côté, à l'INSPQ, on est plus responsable des collaborations scientifiques et aussi du soutien scientifique envers les directions de santé publique. Donc, c'est nous qui gérons un comité de pilotage qui est notre communauté de pratique. Donc, on a des rencontres mensuelles pour venir soutenir les directions de santé publique. On fait aussi un accompagnement méthodologique et scientifique. Donc, on rédige des cadres méthodologiques, donc les lignes directrices un peu pour que les directions de santé publique rédigent leurs rapports. On va aussi créer des outils et des données scientifiques pour soutenir les directions de santé publique. Et finalement, on fait une révision scientifique des livrables pour être sûr qu'ils s'alignent avec les lignes directrices du ministère de l'Environnement, mais aussi avec les grandes lignes et les recommandations qui sont faites par l'INSPQ. Finalement, il y a aussi le ministère de la Santé et Santé Québec qui vont offrir un soutien administratif et stratégique avec les partenaires ministériels. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail dans le VRAC. Donc, je vais vous présenter un petit peu le cadre conceptuel et la méthodologie qui est utilisée pour ce volet. Donc, pour commencer, c'est quoi une appréciation du risque? Ben, dans le fond, c'est une démarche qui permet de quantifier et qualifier les risques sur la santé et le bien-être associés au changement climatique. Donc, quand on parle de risque dans le VRAC Park, on parle vraiment de risques potentiels de conséquences à la santé. Donc, on utilise ce cadre conceptuel que vous voyez à l'écran, qui est inspiré du cadre conceptuel du GIEC. Dans le fond, on voit l'interaction entre différentes composantes qui mènent au risque. Donc, on a la composante de l'aléa, de l'exposition et de la vulnérabilité. Donc, il faut vraiment avoir ces trois composantes-là pour avoir un risque à la santé. Si on n'a pas une de ces composantes-là, il n'y a pas de risque. Donc, on va rentrer un petit peu plus en détail dans ces composantes-là avec quelques définitions et des exemples. Donc, si on commence avec l'exposition, dans le fond, l'exposition, c'est la présence de personnes ou d'activités dans un milieu qui est plus susceptible à être touché par un aléa. Donc, on parle ici, par exemple, de personnes qui peuvent être en milieu de zones inondables ou dans euh, des zones plus à risque à la chaleur, des personnes qui travaillent en milieu extérieur qui peuvent être plus fortement touchées par certains aléas, ou par exemple des infrastructures qui peuvent nécessiter des réparations majeures, donc les gens qui sont plus exposés aux aléas. Ensuite, on a la sensibilité. La sensibilité, c'est vraiment une prédisposition individuelle qui augmente les impacts au changement climatique. Donc, c'est des caractéristiques intrinsèques d'une personne. Donc, quelques exemples, ça pourrait être des personnes qui ont des maladies chroniques, dans le fond, ces personnes-là ont souvent des impacts plus importants lors de certains aléas. Il y a aussi l'âge qui peut contribuer aux impacts et aussi les habitudes de vie, par exemple.
Ensuite, il y a le volet capacité d'adaptation. Donc, ce facteur de risque, c'est la faculté de pouvoir s'ajuster euh, ou de faire face au changement climatique. Donc, souvent, c'est des facteurs qui sont en lien avec la résilience. Donc, quelques exemples, ce serait, par exemple, d'avoir accès aux services essentiels, d'avoir une bonne perception de risque, euh, d'avoir un milieu qui a un bon niveau de préparation, comme ça on peut faire face à une crise, ou même la disponibilité de certaines ressources. Et finalement, un dernier facteur de risque que j'ai pas mentionné plus tôt, c'est la réponse. Dans le fond, c'est un facteur de risque qui est peut-être un petit peu moins directement, qui influence moins directement le risque, mais qui est quand même important. Donc, c'est des mesures qui peuvent être mises en place ou planifiées qui visent à réduire le risque au changement climatique. Donc, même si le risque est présent, mais qu'une communauté a une réponse très bien préparée, ben, c'est sûr que ça va venir un petit peu réduire ce niveau de risque. Donc, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la méthodologie du VRAC. Donc, la méthodologie qu'on a développée est inspirée de diverses normes et de rapports internationaux en gestion de risque et en appréciation de risque. Mais c'est quand même une méthodologie qui est développée euh, pour être similaire à celle proposée par le ministère de l'Environnement, pour faciliter l'arrimage là, au niveau régional. Donc, voici les étapes de la méthodologie. Donc, on a une collecte de données climatiques, ensuite une collecte de données populationnelles. Ensuite, il faut établir des échelles pour pouvoir évaluer ces éléments-là, pour ensuite faire une estimation de la vraisemblance et de la conséquence potentielle. Et finalement, une évaluation et l'identification des enjeux prioritaires. Donc, pour commencer, la collecte de données. Donc, les directions de santé publique doivent réaliser différentes collectes de données. Donc, la première, c'est de faire un portrait climatique. Donc, ils vont venir vraiment aller faire la collecte de données, euh, des indicateurs climatiques et des projections climatiques pour chaque aléa étudié. Donc, quand on dit chaque aléa étudié, c'est que chaque région sont libres de choisir les aléas qui sont plus importants pour eux. Donc, on le sait, chaque région a un contexte très différent, un territoire très différent. Donc, c'est pas tous les aléas qui sont pertinents pour eux. Donc, c'est vraiment eux qui sont libres à choisir les aléas euh, qui sont les plus importantes dans leur territoire. Donc, ils vont faire de la collecte de données à ce niveau-là. Ensuite, il y a aussi une recension des conséquences potentielles par aléa. Euh, donc, on va venir identifier c'est quoi les impacts les plus importants. Et dans le fond, ces deux types de données-là sont vraiment essentiels pour venir attribuer un score de vraisemblance et aussi les conséquences sur la santé. Donc, cette étape-là, elle est souvent réalisée plus à l'interne ou sinon avec une collaboration d'experts en climat. Par la suite, on a le portrait populationnel qui est un petit peu plus dans l'expertise, on peut dire, de la santé publique. Donc, ça va être la collecte de données démographiques et socio-sanitaires. Donc, en plus de la collecte de, de données démographiques, on va venir aussi identifier les facteurs de risque que j'ai mentionnés plus tôt. Donc, ils vont identifier les facteurs d'exposition, sensibilité et capacité d'adaptation, mais aussi peut-être identifier des populations qui sont particulièrement à risque. Donc, cette étape-là, elle est réalisée en collaboration avec les différentes équipes de santé publique. Donc, ça va être souvent beaucoup en collaboration avec l'équipe de surveillance, prévention, promotion et aussi santé au travail. Finalement, il y a le portrait de réponse. Donc, les directions de santé publique vont venir identifier des mesures d'adaptation qui existent déjà sur leur territoire. Et cette étape va souvent être faite en collaboration avec différentes équipes de santé publique, mais aussi des partenaires externes qui sont souvent plus au milieu de terrain. Donc, on parle ici, par exemple, de acteurs municipaux ou même en sécurité civile. Donc, par la suite, c'est l'étape d'établir des échelles. Donc, ici, on voit des exemples d'échelles de vraisemblance. Donc, dans le fond, les directions de santé publique sont libres à choisir l'échelle qui correspond plus avec les aléas qu'ils ont sélectionnés.
Donc, il y a des échelles proposées par l'INSPQ, mais aussi d'autres échelles qui peuvent être utilisées qui ont été développées par Oranos. Ensuite, il faut aussi choisir les échelles de conséquences. Dans le fond, dans notre analyse dans le VRAC Park, on se concentre vraiment sur les conséquences sur la santé, comme j'ai mentionné. Donc, on peut rentrer un petit peu plus en détail dans cet élément-là. À cause qu'on n'a pas besoin d'évaluer d'autres types de conséquences, on va venir, dans le fond, identifier des catégories un petit peu plus précises. Donc, on a 6 catégories de conséquences qu'on va regarder. Donc, la mortalité, les troubles physiques chroniques, les troubles physiques aigus, les troubles psychologiques, les troubles sociaux et aussi d'autres types de conséquences un petit peu plus indirectes, donc les conséquences sur les ressources de santé publique, sur les ressources de sécurité civile et sur le système de la santé. Donc, si on voit un exemple de l'échelle, c'est sûr que c'est pas toutes les catégories qui sont démontrées, mais on peut voir dans le fond que pour chaque catégorie, chaque niveau de l'échelle, on a une petite description pour aider les gens à faire l'évaluation de manière un petit peu plus avec moins de biais dans le fond. Donc, on n'utilise pas juste le jugement, mais un petit peu plus d'informations pour aider l'évaluation. Donc, une fois qu'on a développer ces échelles et choisir lesquelles on va utiliser, c'est là qu'on va venir attribuer le score. Donc, euh, pour les données climatiques, il y a le score de vraisemblance. Comme j'ai mentionné, c'est la probabilité qu'un aléa climatique survienne dans le futur. Donc, ils vont utiliser toutes les données euh, climatiques qu'ils ont retrouvées pour pouvoir venir donner un score de vraisemblance. Ensuite, on va reprendre toutes les données populationnelles et les données de conséquences sur la santé pour venir donner un score de conséquences. Il ne faut pas oublier qu'on prend aussi en compte les facteurs de risque pour donner ce score de conséquences. Donc, si un facteur de risque est très élevé, par exemple, si on a une sensibilité dans notre population qui est très élevée, ben, les scores de conséquences vont aussi être plus importants. Donc, il va sûrement avoir plus d'impact sur notre population parce qu'ils sont plus sensibles à ces conséquences-là. Et finalement, on va venir croiser le score de vraisemblance et le score de conséquence qu'on voit dans cette matrice pour obtenir le score de risque. Donc, c'est le croisement entre la vraisemblance et conséquence qui vient donner le score de risque. Et ensuite, selon la couleur attribuée au score de risque, on va venir pouvoir prioriser les aléas. Donc, un aléa qui aurait un score plus faible, donc qui serait dans la zone verte ou jaune, serait moins prioritaire qu'un aléa qui se retrouverait dans la zone orange ou rouge. Donc, après avoir fait toutes ces analyses, on va venir identifier les enjeux prioritaires. Donc, oui, le résultat peut être, dans le fond, la priorité des aléas, mais il peut aussi avoir d'autres enjeux prioritaires qu'on peut identifier. Donc, à travers toute la collecte de données, c'est sûr qu'on peut retrouver des éléments qui peuvent être prioritaires pour la santé publique. Donc, par exemple, on peut noter qu'il y a des territoires qui sont plus à risque que d'autres. On peut aussi noter qu'il y a certains facteurs de risque qui sont très parlants, donc qui peut identifier des populations aussi qui sont plus à risque. Donc, on va pas seulement utiliser, dans le fond, la matrice de risque, mais on va aussi utiliser toutes les autres données qu'on a rassemblées dans la démarche pour venir identifier ces enjeux prioritaires-là. Donc, voici un exemple de résultat d'une région. Donc, la façon que les directions de santé publique euh, utilisent leurs données peuvent être très différentes et la manière qu'ils présentent leurs résultats aussi peuvent être très différentes. Mais la méthodologie qu'ils prennent demeure quand même similaire. Donc, voici un exemple dans le fond d'une matrice de risque. Cette région a présenté ses résultats par MRC. Donc, on voit que certaines MRC sont moins à risque que d'autres. Dans le fond, cet exemple, c'est pour les inondations. Donc, certaines MRC ont un plus haut risque d'inondation. Et à la droite, on voit aussi des tableaux des facteurs de risque. Donc, on voit toutes les données de certains facteurs de risque par MRC. Et ici aussi, ils ont identifié certaines MRC qui pourraient être plus à risque que d'autres. Donc, je laisse la parole à Olivier. Oui, merci beaucoup.
Alors, comme vous pouvez voir, le premier volet, c'est là où on va faire beaucoup de traitements de données, qu'on va regarder les projections climatiques, les facteurs de risque, et on va faire un peu notre diagnostic de la situation en termes des risques climatiques. Vous vous rappelez, le premier objectif du projet, c'est de venir réduire optimalement les risques et d'orienter les mesures vers les populations et les territoires les plus à risque. Donc, c'est vraiment à travers le deuxième volet qu'on vient répondre à cet aspect-là. Le deuxième volet, le parc, le plan stratégique d'adaptation qui s'appuie sur l'intelligence collective. Donc, comme je disais, maintenant que les risques sont appréciés, les priorités identifiées, comment est-ce qu'on passe à l'action? Donc, c'est ça l'avantage de cette étape-là de planification stratégique, c'est qu'on s'assure que les différentes mesures qu'on va proposer euh, vont dans la même direction, vont dans la même vision. On s'assure que les actions qu'on propose vont venir optimiser, dans le fond, notre tentative de s'adapter au changement climatique, mais aussi qu'elle va cibler les bons publics, les bons territoires. Euh, on s'assure aussi que les mesures qu'on propose vont pas dans des sens inverses, vont pas être redondantes, etc. Donc, c'est à travers ce processus-là qu'on répond à ces questions. Donc, on développe un plan d'adaptation à l'échelle régionale. Donc, encore une fois, chacune des 18 régions socio-sanitaires euh, a sa propre démarche. Nous, de notre côté, à l'Institut, on met les balises méthodologiques, mais au niveau des régions, à l'intérieur de ces balises-là, comment les modalités s'organisent, ça va varier en fonction du contexte, parce que toute bonne démarche de planification stratégique doit s'adapter à son contexte pour porter fruit. Donc, cherchant à réduire les risques sur la santé des changements climatiques, donc c'est vraiment l'objectif central. Donc, comme disait Elsa plus tôt, d'autres plans d'adaptation vont venir renforcer des infrastructures, soutenir des écosystèmes fragiles. Ici, les mesures qu'on va retrouver portent surtout mais principalement sur les risques populationnels. Il y a quatre grands éléments méthodologiques là, qui articulent, autour duquel s'articule la démarche du parc. C'est la planification stratégique, les processus participatifs, les trajectoires d'adaptation et l'analyse multicritère. Alors, d'aller de l'avant, avant de commencer ces réflexions-là, il faut toujours s'organiser. Donc, c'est ça la première étape, c'est le cadrage. Donc, vous voyez, c'est à droite, on a le schéma des différentes étapes. Et le cadrage, c'est la première rangée. C'est peut-être la plus petite du schéma, mais c'est possiblement la plus importante parce que c'est elle qui fait que toutes les étapes qui vont suivre se déroulent de manière fluide et se coordonnent de manière logique. Donc, ça s'assure qu'il y a une certaine lisibilité à toutes les parties prenantes qui vont participer à la démarche, mais aussi pour que l'équipe projet n'avance pas à tâtons. Donc, c'est vraiment le cadrage qui est l'étape, on pourrait dire, clé là, au départ. Et c'est là où chacune des régions socio-sanitaires vont adapter les balises méthodologiques à leur contexte. Donc, tout d'abord, la construction d'un modèle logique, un retour sur le VRAC et les enjeux prioritaires qui ont été identifiés. C'est aussi un moment où on peut utiliser d'autres intrants, parce que c'est pas juste à travers le VRAC que la santé publique travaille sur ces questions-là. Donc, peut-être qu'il y a d'autres rapports, d'autres analyses à l'échelle régionale qui sont pertinentes à intégrer. Il y a aussi d'autres acteurs dans l'écosystème régional qui se posent des questions en adaptation. On peut penser rapidement à deux milieux municipaux avec les plans climat. Donc, c'est possibilité d'intégrer d'autres intrants à la réflexion pour cibler les enjeux prioritaires. Et là, ce serait comme le point de départ, ces enjeux-là. Il va toujours nécessiter de les rentrer dans le processus de planification pour les valider. On a aussi une cartographie des parties prenantes. C'est essentiel pour identifier qui on veut avoir autour de la table pour les réflexions, qui aussi qui sont à informer, à tenir
informer, à surveiller, à satisfaire. Donc, la cartographie des parties prenantes est vraiment une étape essentielle. Et à partir de ces trois points de départ, le modèle logique, cartographie, retour sur les intrants, ben, il y a la réflexion stratégique qui se met en œuvre. On construit notre stratégie de mobilisation. Donc, comment aller chercher les parties prenantes qu'on veut avoir, de communication, donc toutes les informations qu'on souhaite diffuser au cours de la démarche, mais aussi comment on va en faire la promotion à la fin. Et finalement, le développement de la démarche participative, donc les différentes modalités euh, au, au cours des prochaines étapes. Et les plans d'action pour les réaliser, notre échéancier préliminaire pour s'assurer qu'on garde le cap sur nos objectifs de réalisation. Puis à l'intérieur des différentes étapes, il faut aussi réfléchir à comment les décisions vont être prises et comment les interactions vont être gérées par l'équipe projet. Donc, c'est au cours du cadrage où toutes ces réflexions-là se font par l'équipe projet. Euh, on passe ensuite dans la deuxième étape là, qui est vraiment, euh, on met la réflexion macro là, de la planification stratégique. Donc, c'est là où on fait les deux prochaines étapes là, dans le schéma à droite, donc établir une vision commune et ensuite faire le point. Donc, vous voyez, il y a différentes couleurs dans le schéma. Euh, les couleurs indiquent le niveau de participation là, attendu par étape. Donc, en bleu, c'est vraiment les étapes à l'intérieur de l'équipe projet. En orange, c'est les étapes où on suggère au DSP d'avoir les plus larges participations. Puis en jaune, c'est des participations ciblées en fonction des thématiques, des mesures choisies. Donc, c'est vraiment ici où on va valider les enjeux prioritaires qui ont été ciblés et peut-être les bonifier avec l'apport des parties prenantes. On va aussi euh, avoir la réflexion stratégique avec les parties prenantes pour savoir comment orienter le parc. On peut penser, par exemple, au momentum, là, on parle beaucoup des plans climat, au momentum qu'il pourrait avoir dans une région autour de ça. Est-ce que on va pouvoir en bénéficier ou plutôt notre démarche va se retrouver peut-être ombragée? Donc, c'est toutes ces réflexions-là, plus sur comment on s'assure qu'on atteint nos objectifs. La première étape, c'est vraiment construire une vision commune. Donc, c'est qu'est-ce qu'on souhaite avoir à terme, donc à l'horizon 2050 ou 2080, comme une région adaptée. Donc, clairement que cette vision-là doit inclure là, à l'intérieur de sa formulation les différents enjeux prioritaires qu'on va avoir ciblés, mais comment on les voit à terme pour dire qu'on serait adapté à ces risques-là. Euh, une fois qu'on a notre vision, nos enjeux, mais il faut construire des objectifs d'adaptation. Les objectifs sont les cibles qu'on souhaite atteindre à l'intérieur d'un cycle de plan d'adaptation. Donc, euh, jusqu'à l'arrivée de la vision, techniquement, il y aura plusieurs plans. Donc, à l'intérieur de chaque plan, c'est un peu comme de manière incrémentale comment on se rend à la vision. Et les objectifs d'adaptation, c'est concrètement ce qu'on cherche à atteindre. Donc, ça prend toujours la formulation SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporalisé. Et comme je viens de le dire, il faut que ça soit cohérent avec les enjeux qu'on a ciblés. Euh, Finalement, tous ces éléments-là, on vient l'intégrer dans la première version de la trajectoire d'adaptation. C'est un outil qu'on travaille de manière itérative tout au long de la démarche. On fait une mise au point, des ajustements des décisions qui ont été prises dans les activités avec les parties prenantes par l'équipe projet. Et puis finalement, on diffuse ces décisions-là et les prochaines étapes. Donc, si on passe à la prochaine diapo, on voit un exemple là, d'une structure de trajectoire d'adaptation. On a à gauche les intrants, les enjeux prioritaires. Donc ça, c'est des éléments qu'on connaît rapidement dans la démarche. Les enjeux prioritaires, on peut les traduire en besoins d'adaptation. Donc, par exemple, on pourrait avoir comme enjeu le risque d'inondation, mais les besoins viennent définir précisément
quels sont les éléments qui nous rendent plus à risque à ces inondations. Dans une région, ça peut être qu'on est particulièrement exposé. Dans d'autres, c'est qu'on est particulièrement sensible à ces inondations-là. Donc, on vient les décrire en quelques besoins, chaque enjeu. Et ça nous permet ensuite de clarifier les objectifs qu'on souhaite avoir et les mesures dans les prochaines étapes. Vous voyez, la vision est complètement à droite. C'est vraiment, comme je le dis, c'est l'objectif, ce qu'on souhaite réaliser à terme. Donc, entre les objectifs d'adaptation en turquoise au milieu qui sont à court terme et la vision à long terme, on retrouve aussi en vert les jalons qui sont un peu, on anticipe qu'est-ce qui va être à réaliser à moyen terme entre les objectifs et la vision. Donc, bien sûr, on n'est pas capable de tout prévoir. C'est possible que ces jalons-là, le séquençage qu'on anticipe ne correspond pas exactement à ce qui va se réaliser. Et à chaque cycle de plan d'adaptation, ces jalons-là sont à revoir, réajustés. Mais prévoir cette démarche-là permet de s'assurer que les objectifs qu'on met de l'avant sont bien atteignables et réalistes dans le cadre de notre plan et qu'on a bien prévu la démarche pour se rendre à la vision. Si on passe à la prochaine diapo, maintenant, on a fait les grandes orientations, donc vision, objectif. Comment concrètement on va transformer ça en action sur le terrain? C'est les deux prochaines étapes, co-développer des solutions et planifier l'analyse multicritère. Donc, pourquoi on cherche le co-développement? C'est simple, l'adaptation au changement climatique demande des changements importants dans nos pratiques, dans nos manières de faire et d'intervenir. Donc, il faut arriver avec de l'innovation, il faut arriver avec des mesures qui sortent de la boîte. Le co-développement permet de faire ces réflexions-là. Aussi, les changements climatiques ne sont pas cantonnés là, aux barrières traditionnelles des professions, aux barrières traditionnelles des fonctions en santé publique. Des fois, il y a des chevauchements, il y a des différents angles d'un même enjeu permet d'avoir une meilleure compréhension, qui permet aussi d'identifier des pistes de solutions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Donc, l'interdisciplinarité est essentielle et c'est à travers le co-développement qu'on permet de combiner ces deux besoins-là d'innovation et d'interdisciplinarité. On veut aussi s'assurer que les publics cibles, disons qu'on veut avoir des mesures qui viennent soutenir la population aînée sur notre territoire, ben, il faudrait avoir des représentants de cette population pour s'assurer que la mesure répond bien à leurs besoins et soit réaliste là, pour sa mise en œuvre. Donc, le point de départ, là, principalement, c'est on va faire une recension de la littérature scientifique et grise pour trouver des exemples inspirants de mesures d'adaptation, mais aussi pour cibler là, les engagements locaux et régionaux. On veut éviter la redondance, on veut miser sur l'optimisation de l'action climatique. Donc, c'est à partir là, de cette recension des engagements dans la région, mais aussi des exemples inspirants qu'on part la réflexion. À travers le co-développement, comme je dis, on cherche l'innovation, l'interdisciplinarité, mais il faut toujours s'assurer d'avoir les meilleures mesures pour s'assurer de réduire optimalement le risque de manière équitable. Donc, c'est là qu'on arrive avec l'analyse multicritère qui s'articule sur trois principaux critères, l'équité, l'efficacité, la faisabilité. Donc, on a un processus standardisé qui, une fois qu'on a l'étape où on sort de la boîte, on vient un peu ramener l'aspect rigoureux scientifique pour s'assurer que ce qu'on met de l'avant dans le plan demeure réalisable. Donc, si on passe à la prochaine diapo, une fois qu'on a priorisé les mesures, donc on a utilisé l'analyse multicritère pour sélectionner les mesures qui sont les plus prometteuses, comment qu'on les opérationnalise. Donc là, c'est vraiment à cette étape-ci, là, on voit les deux dernières à la fin. C'est vraiment à cette étape-ci qu'on met les bases de cette réflexion-là.
quel porteur, quelle équipe à l'intérieur de la santé publique pourrait porter ce projet-là? Quelles sont les expertises nécessaires, les partenaires clés à mobiliser pour réaliser les mesures, etc. On peut aussi commencer la réflexion au niveau du financement, mais essentiellement, de manière essentielle, il faut aussi amorcer la réflexion autour du suivi et de l'évaluation des mesures. Donc, un plan sans stratégie de suivi, sans stratégie d'évaluation, euh, ne suit pas les bonnes pratiques là, de la planification. Donc, il faut avoir une idée de est-ce qu'on réussit bien l'atteinte de nos objectifs qu'on s'était fixés. Puis pour répondre à cette question-là, ben, il faut cibler des indicateurs de suivi et d'évaluation et réfléchir à comment on va pouvoir mettre cette stratégie en œuvre. Donc, cette étape-là est essentielle pour passer de vœux pieux à quelque chose de cohérent, de concret, qui peut être réalisé. C'est sûr qu'à l'intérieur d'une démarche PAC, on n'aura pas répondu à l'ensemble de ces questions, mais on va avoir mis les premières bases là, qui permet d'aller de l'avant dans la mise en œuvre par la suite. Merci beaucoup. Une fois qu'on a fini toutes ces réflexions-là, c'est là qu'on rentre dans la préparation du plan en tant que tel, la rédaction. Donc, c'est un plan stratégique. C'est pas un rapport comme à la première étape VRAC, où on sort un rapport. Ici, on sort un plan. Donc, c'est tourné sur l'action. Donc, la structure du document va s'articuler autour de la vision, des objectifs, des mesures qu'on va proposer. On va utiliser un langage clair, simple, dans le but de rejoindre les publics décisionnels, mais aussi les parties prenantes, la population. Euh, on a bien sûr l'ensemble là, des précisions méthodologiques, des résultats, des données sur la participation qui vont être disponibles en toute transparence, mais ça va probablement se retrouver en annexe. Et finalement, ces plans d'adaptation-là vont devoir être promus à l'interne de la direction régionale pour que les différentes expertises ciblées soient bien informées sur les meilleures mesures d'adaptation à prendre pour que les partenaires et la population générale soient au courant des engagements de la direction, mais aussi auprès des instances nationales et gouvernementales, parce que les régions vont cibler ce qui est plus important pour eux, les mesures qui seraient importantes à mettre en œuvre pour réduire les risques chez eux. Mais c'est au niveau de la stratégie de financement, ça passe beaucoup au niveau national. Donc, il faut en faire la promotion de ce côté-là également. Euh, la planification de la mise en œuvre, mais aussi les choix de mesures qu'on retrouve à l'intérieur d'un plan de parc sont en deux grandes catégories, là. Les mesures qu'on appelle à l'interne, donc des mesures qui sont portées par des équipes de santé publique dans le cadre des fonctions traditionnelles de la santé publique. On mise, encore une fois, avec une collaboration de différentes équipes, parce que comme on dit, on a besoin d'interdisciplinarité pour passer de l'avant en adaptation. Euh, donc, le but, c'est d'identifier là, des opportunités de financement à l'interne de la planification, de la programmation de santé publique et des projets en lien avec les facteurs de risque. Donc, au niveau de la santé publique, il y a déjà beaucoup d'équipes mobilisées autour de la réduction des inégalités sociales de santé. Et ce sont les principaux facteurs de risque là, au niveau des risques populationnels au changement climatique. Donc, il y a déjà une convergence entre ces activités-là et ce qu'on peut retrouver dans le parc. On a aussi la grande famille des mesures qu'on appelle à l'externe. Donc, c'est vraiment les actions que la santé publique peut faire pour soutenir des partenaires clés, que ce soit des municipalités, des entreprises, des organismes communautaires, etc., qui sont eux aussi mobilisés en adaptation, mais qui ont besoin là, du prisme santé publique, de la lentille santé publique pour cibler les meilleures populations à soutenir les territoires les plus à risque ou éviter là, de faire de la maladaptation avec leurs mesures. Donc, c'est vraiment dans une optique de collaboration, de soutien. C'est toujours euh, dans cet angle-là. Et c'est aussi en lien avec ce qu'on disait plus tôt, là, la recension des engagements régionaux
comment est-ce que la santé publique peut venir contribuer à ces engagements-là pour optimiser leurs retombées et s'assurer d'une réduction des risques. Il y a aussi l'aspect développement et partage de connaissances. Donc, on n'oublie pas en santé publique, il y a tout l'aspect surveillance, développement d'indicateurs, promotion de bonnes pratiques. Donc, ces aspects-là sont peuvent se retrouver là, dans les mesures à l'externe, donc la création de guides, d'outils, de données qui vont être utiles pour d'autres acteurs pour passer à l'action. Donc, c'est le genre de mesures qu'on peut retrouver là, dans un plan de parc. Donc, jusqu'à ce jour, au niveau du projet, on a 13 rapports qui ont été publiés. Donc, c'est les 13 régions qui ont rejoint le projet dès le départ, là, en 2019. Les priorités climatiques régionales sont donc déjà identifiées pour ces 13 régions-là. Vous pouvez trouver ces régions-là sur notre site web, là. Vous voyez le lien en bas de l'écran. Donc, ces 13 rapports-là sont déjà disponibles. Pour les 5 autres régions qui ont rejoint le projet en cours de route, d'ici environ un an, là, ces rapports vont être publiés. Donc, d'ici environ un an, 100% du territoire du Québec va être couvert par une appréciation des risques. Il va avoir identifié les priorités régionales. Là, donc ça va nous permettre de voir les différentes couleurs, là, euh, mais aussi les opportunités là, d'action en adaptation au Québec. Les 13 régions qui ont complété le cycle VRAC se retrouvent actuellement dans le cycle parc. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'exemples pour cette partie de la présentation parce que sont encore dans le début des réflexions, sont encore en train de placer les premières pièces du puzzle. Euh, ils amorcent là, le co-développement de solutions dans les régions les plus avancées. Euh, pour suivre, on a d'autres résultats intéressants qui sont moins axés sur les livrables. Ils sont plus axés sur les pratiques. Donc, on a une concertation qui a été renforcée à l'intérieur de la santé publique entre les équipes. Il y avait certaines structures là, en fonction des fonctions traditionnelles de la santé publique, la surveillance, la promotion, etc., la protection. Donc, à travers le projet, plusieurs, euh, plusieurs partages de pratiques, de connaissances, d'outils, la création de comités intersectoriels, de bureaux de projet euh, ont eu lieu et ça a permis de renforcer le maillage entre ces équipes-là. Et ce renforcement de la concertation a été aussi fait avec les partenaires à l'externe. Donc, on a des comités régionaux qui ont été mis en place. On a créé des démarches communes pour des projets qui avaient des objectifs similaires, des ententes de collaboration, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ont une entente de collaboration avec la table des préfets, qui, eux, travaillent sur les plans climat. Donc, ils travaillent en synchronicité, on pourrait dire, là, sur ces enjeux-là qui se complètent. Pour la prochaine diapo, on a aussi le développement d'une expertise clé en santé publique. Donc, à travers tout ça, on a fait le traitement de beaucoup de données, beaucoup d'analyses qui permettent d'avoir une meilleure compréhension des liens entre les changements climatiques et la santé. Donc, la littérature scientifique, évidemment, là, permet d'avoir cette compréhension-là, mais à travers le projet, on permet de le contextualiser avec les enjeux des régions, puis voir, euh, comment concrètement ces liens-là s'opèrent là, au Québec. On a aussi une meilleure compréhension des facteurs de risque, leur répartition sur notre territoire, qui permet donc de comprendre quelles sont les priorités là, d'une région à l'autre au Québec et d'orienter vers les meilleures solutions. Là, une fois qu'on aura complété ce volet-là du parc avec l'analyse multicritère, on aura partout au Québec là, la priorisation de mesures sur la base de l'équité, de l'efficacité, de la faisabilité. On a aussi précisé le rôle de la santé publique en adaptation. C'est un rôle de plus en plus clair comme service conseil pour intégrer l'équité dans l'action climatique, réduire les risques de maladaptation qui sont, au lieu de réduire des risques, on les déplace sur d'autres populations. Donc, ça nous permet là,
d'intégrer la santé publique dans notre action, ça nous permet de réduire ces effets-là de maladaptation. Euh, Ça nous permet aussi de cibler les zones, les populations qui sont à soutenir en priorité pour optimiser nos efforts. On sait qu'on n'a pas infinies ressources là, quand on travaille en adaptation. Donc, comment on s'assure que ces ressources-là vont euh, au meilleur endroit? C'est à travers ces réflexions-là sur quelles sont les zones à soutenir. Mais aussi, on a remarqué que la santé publique a un rôle clé en concertation avec ces différents partenaires-là, puis faire des liens entre différentes expertises. Euh, arrimage et opportunités de collaboration. Donc, comme je vous disais, on est rendu là, on a une bonne idée de à quoi sert la santé publique en adaptation. Donc, cette expertise unique-là, comme je disais, autour de connaissances approfondies des liens entre changement climatique et santé et bien-être, une connaissance approfondie là, au niveau des déterminants sociaux qui sont les principaux facteurs de risque, là, mais aussi des enjeux d'équité et de maladaptation. Donc, c'est vraiment des partenaires clés à avoir dans vos démarches euh, d'action climatique pour intégrer ces enjeux-là dans vos réflexions. Euh, on a aussi des outils et du savoir-faire pertinents, donc en matière de recherche, de participation, mais aussi d'évaluation de programmes et de politique publique. Là, ces connaissances-là peuvent être utilisées à plusieurs sources. Un rôle de sensibilisation auprès du public. Donc, certainement que c'est quelque chose que le réseau de santé publique peut faire à travers ses fonctions traditionnelles de promotion. Donc, plus-value pour diffuser de l'information. Pourquoi le VRAC Parc encourage la collaboration? Comme je vous disais plus tôt, cette concertation-là, ça permet de bonifier les analyses. On peut pas avoir un regard holistique de la situation si on n'a pas un regard interdisciplinaire. Ça facilite le partage d'informations. Ça assure que les démarches soient cohérentes avec les autres dans la région pour optimiser les retombées et éviter qu'on travaille dans des sens inverses, là. Ça évite la multiplication de comités, de rencontres et ça facilite la planification et la mise en œuvre de mesures d'adaptation, tout simplement. Euh, Maintenant qu'on arrive là, aux réflexions plus tournées vers l'action, les enjeux de mise en œuvre, mais il y a certains défis qu'on va rencontrer dans le futur. Donc, c'est vraiment l'opérationnalisation avec plusieurs parties prenantes des projets, le financement de ces mesures d'adaptation, la conception et la réalisation des stratégies de suivi. Donc, tous ces enjeux-là là, permettent, ben, sont en quelque sorte des défis qu'on souhaite répondre dans les prochaines années du projet, mais aussi dans les phases qui vont suivre. Et finalement, une collaboration formelle entre parties prenantes, par exemple à travers une entente, ça permet de s'assurer que les partenariats créés au cours de cette démarche-ci vont pas s'étioler à la fin du cycle PARC puis de sa publication. Ça va être des partenariats pérennes, productifs. Ça va s'assurer aussi d'une mise en commun là, des connaissances et d'expertise et ça stimule l'innovation, l'arrivée de mesures euh, interdisciplinaires là, qui changent les pratiques pour l'adaptation. Donc, encore une fois, je rappelle l'entente là, qu'on a vue entre la direction Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'entente des préfets qui a complètement transformé leur dynamique ou à Montréal, le bureau de lutte intégré qui a permis vraiment de renforcer les liens entre le communautaire et la DSP. Prochaines étapes du projet. Alors, on a une petite courte ligne du temps là, pour clore la présentation. Donc, en octobre 2026, c'est là où on devrait voir l'arrivée des 5 derniers rapports VRAC. En décembre 2027, on arrive avec la publication et la promotion des premiers plans d'adaptation. En janvier 2027, les 5 régions qui ont rejoint plus tard le projet vont être dans les premières étapes là, de leur démarche PAC. En octobre 2029, ça va être la mise à jour des rapports VRAC du groupe 1, donc les 13 premières DSP. C'est là où on va intégrer les nouvelles données populationnelles et peut-être des nouvelles données de projection pour voir si on a toujours le même diagnostic.
Et finalement, en mars 2030, donc au même moment où 100% des MRC vont avoir des plans climat, ben 100% des DSP vont avoir leur plan d'adaptation parc. Donc voilà, ça faisait le tour de notre présentation. Merci beaucoup pour votre écoute et on est disponible pour vos questions. Un grand merci, Olivier, Elsa, j'aime pas ma caméra. Oui, pour cette belle présentation. Je pense que pas. J'ai de la misère avec ma souris. OK. Fait que ça va être la période de questions. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre peut-être les questions dans la salle chez Ouranos, s'il y en a. Puis après ça, je vais prendre des questions en ligne. Oui, Alexandre, première question. Oui, ben, j'ai une question. En fait, si on parle d'analyse, disons, de vulnérabilité populationnelle. Est-ce qu'il y a une volonté ou même une possibilité d'aller à un niveau de précision jusqu'à l'individu? On sait que parfois que dans les directions de santé publique ont des données particulières sur le profil de santé des personnes, les maladies chroniques, les handicaps. Là, je sais que ça vient avec certains enjeux, mais est-ce que c'est prévu d'avoir des actions par individu pour soutenir les gens qui sont les plus à risque? Ben, c'est sûr que le regard de la santé publique, c'est toujours un petit peu plus au niveau populationnel, moins à l'individu. Donc, les mesures qui sont mises en place euh, vont peut-être rarement aller vraiment chercher une personne spécifique, mais c'est sûr que en faisant des mesures populationnelles, on va quand même cibler un groupe de personnes à risque. Par exemple, si on parle de maladies chroniques, si la direction santé publique trouve que les personnes qui ont un cumul de maladies chroniques sont plus sensibles aux aléas climatiques, ben ils vont mettre des mesures en place pour ces personnes-là qui va aller toucher les personnes individuelles, mais c'est difficile de dire que les analyses du VRAC-PAC vont vraiment aller à ce niveau de détail fin. Là, on va venir plus aller cibler des groupes de personnes que des individus. Mais c'est sûr que les retombées de cette analyse-là, ça fait que les directions de santé publique ont une meilleure expertise en changement climatique et peut-être que dans le futur, ils vont avoir des projets un petit peu plus ciblés là, pour répondre à ces besoins-là. Mais pour l'instant, c'est pas dans l'objectif du VRAC-PAC. Il y avait d'autres Merci. questions en ligne? Pardon, en salle. Non. C'est bon, tu peux passer aux questions en ligne si tu veux. Oui. Alors, merci. Puis n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors, une première question, c'est quelle place occupe ou peut occuper les initiatives citoyennes en adaptation climatique dans la démarche VRAC-PAC? Oui, ben, c'est une très bonne question. Comme le plan d'adaptation, c'est les engagements de la direction, donc comment la direction de santé publique va passer à l'action pour réduire les risques. C'est sûr qu'on ne va pas retrouver des initiatives citoyennes à l'intérieur du plan. Par contre, il pourrait avoir une des mesures qui est de venir soutenir ces initiatives-là. Si on veut, par exemple, travailler sur la capacité d'adaptation, une des mesures pourrait être orientée vers ça. Comment qu'on vient soutenir les initiatives citoyennes, comment qu'on vient euh, les encadrer dans une démarche d'empowerment. Bien sûr, le point de vue des publics cibles, des citoyens qu'on cherche à soutenir est toujours bienvenu là, à l'intérieur de la démarche pour orienter les actions. Comme je disais, si on cible un public en particulier, on veut idéalement les avoir autour de la table ou des représentants de ce public-là pour s'assurer que la mesure qu'on met de l'avant répond bien à leurs besoins. Merci, Olivier. On a une autre question qui dit, est-ce qu'il va y avoir des infographies ou des cartes interactives pour visualiser les endroits prioritaires par MRC ou par municipalité? Certaines régions ils ont déjà publié ce genre d'outils, là, des cartes interactives, des infographies. La plupart des régions ont, du moins à l'intérieur de leur rapport, là, cette classification-là par MRC.
peut-être dans des tableaux, pas nécessairement toujours dans des cartes, mais il y a quelques régions qui ont des cartes interactives et probablement que si la demande continue pour ce genre d'outils, c'est possible d'en produire dans le futur, là, selon les priorités des régions. Merci. On a une question ici. Si les MRC ont déjà réalisé leur plan climat, comment est-ce qu'elles peuvent collaborer avec la direction de santé publique pour un meilleur arrimage avec justement le parc qui est en développement? Ben, c'est une très bonne question. C'est sûr que si ils ont déjà réalisé leur plan climat, ben, ils ont déjà fait identifié leurs enjeux prioritaires, ciblé leurs objectifs et proposé des mesures pour y répondre. Donc, certainement que la DSP peut moins contribuer à orienter ça. Par contre, comme on disait dans l'étape de réflexion sur les solutions, la DSP elle doit faire un recensement là, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de leur région. Donc, si les MRC ont déjà ces engagements-là, ben, ça permet à la DSP de l'avoir dans ses réflexions. Et là, ben, elle peut voir, bon, mais il y a vraiment beaucoup d'actions déjà qui touchent à cet enjeu. Peut-être que je vais aller toucher à tel autre ou il y en a quelques-unes que je pourrais venir soutenir avec mon expertise. Donc, je vais proposer des actions qui permettent de les soutenir. Donc, comme elles ont déjà réalisé, mais l'implication des MRC est clairement bienvenue pour aider la DSP à orienter ces actions vers quelque chose qui complète ce qui est déjà proposé dans la région ou qui vient l'optimiser. Merci. Puis on va prendre une dernière question. Puis après ça, les gens pourront vous contacter directement pour sinon, on va vous envoyer aussi la liste de questions où vous pourrez répondre aux gens. Fait que il y a Monsieur Turgeon Carrier qui dit qu'il est un assistant de recherche pour un projet de recherche sur la santé des personnes en situation de handicap et l'impact des changements climatiques. Euh, il semblerait que dans les VRAC, que les vulnérabilités sont pas toujours des parties prenantes, sont pas parties prenantes des plans. Comment faire en sorte que ces vulnérabilités puissent être incluses dans des plans comme celui des parcs? Mhm. Dans le fond, pour le volet VRAC, c'est vrai que c'est pas toutes les vulnérabilités qui peuvent être présentes juste parce que les directions de santé publique sont plus limitées par les données qui sont disponibles. Donc, à cause que ce volet-là est un petit peu plus basé sur la collecte de données, malheureusement, s'il n'y a pas d'information, ça peut moins paraître dans les rapports. Toutefois, quand on passe au parc, c'est là que c'est important de venir collaborer avec les différents groupes vulnérables ou à risque. Donc, dans le fond, on encourage beaucoup d'aller discuter ou de collaborer avec ces types de groupes-là ou des représentants pour que leur point de vue ou priorité soit aussi inclus dans le parc. Donc, si vous avez des suggestions, dans le fond, d'organisation qu'on pourrait partager aux régions, ça serait vraiment, vraiment intéressant. On est toujours ouvert là, à inclure les populations vulnérables là, dans les démarches parcs et les directions du public seraient aussi très heureux de les inclure. Là. Donc, vous pouvez nous contacter avec l'information si vous en avez. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation super intéressante, formatrice aussi. Puis, n'hésitez pas à laisser d'autres questions ou contacter directement Elsa Olivier à travers les adresses qui vous ont données ou à travers la page web que j'ai mis dans le chat là, pour les contacter. Alors, ça clôt le webinaire de ce matin. Il y a un autre webinaire qui s'en vient sur exploiter l'intelligence artificielle et l'imagerie satellitaire pour délimiter les inondations et soutenir la calibration des modèles hydrauliques en conditions extrêmes. Mais pour avoir accès à ce webinaire, il faut sortir de celui-ci et se connecter à l'autre. Alors, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Puis merci encore, Olivier et Elsa, pour cette belle présentation. Merci beaucoup. Merci.